et la magie au planning. Bon, donc encore une fois, merci Marc pour avoir accepté cet échange. Bon, avant de commencer, eh ben, un participant, Gauthier. Je vous remercie d'avoir accepté ce petit échange. Avant de commencer avec nos questions que je vous ai envoyées par mail, évidemment, je vous propose de nous dire qui est Marc Loriol, Chavis. Je suis sociologue, je suis chercheur au CNRS depuis septembre 2000. J'ai travaillé beaucoup autour des questions de rapport au travail, souffrance au travail, risques psychosociaux, mais aussi tout ce qui concerne les relations sociales dans le travail, au cours des activités quotidiennes de travail. Je m'intéressais par exemple à la question de l'humour au travail, à la question des conflits, pour essayer d'aller au-delà de d'une approche un peu restrictive du harcèlement moral, pour comprendre quels sont les ressorts des conflits dans le travail, et puis comment ces conflits peuvent être régulés ou pas régulés. Ok, d'accord. Alors, ma première question, c'est donc notamment par rapport à vos ouvrages, parce que vous avez écrit pas mal d'ouvrages, et surtout le dernier là que vous êtes en train de sortir. Euh, C'est sorti vous d'ailleurs, étudiez, la semaine ouais. dernière. Donc vous étudiez 4 groupes professionnels, les ouvriers, les policiers, les infirmières et les informaticiens. Et d'où la première question, pourquoi avoir choisi précisément ces 4 univers? Quelle transformation du rapport au travail permet-il de mettre en évidence selon vous? Et par ailleurs, quelle place accordez-vous aujourd'hui à d'autres classes, peut-être pas forcément euh, des classes classiques comme que vous avez pu étudier, mais par exemple les entrepreneurs, les indépendants, les freelances qui sont de plus en plus présents, alors que la fragmentation, les trajectoires professionnelles et le travail hors salariat occupent une place croissante. Donc, je vous laisse l'occasion de présenter votre vision. Ces 4 groupes sont des métiers sur lesquels j'ai fait un focus particulier. Et toute la troisième partie du livre est consacrée à des études de cas sur ces 4 groupes. D'ailleurs, pour les policiers, c'est encore plus précisément les gardiens de la paix en sécurité publique, c'est-à-dire les policiers en uniforme dans les commissariats. Alors pourquoi ces 4 groupes? Tout d'abord parce que c'est au moins pour 3 d'entre eux des métiers sur lesquels j'ai travaillé depuis longtemps. Alors ça me permettait d'avoir déjà un certain recul des entretiens. Par exemple, j'ai mené des entretiens avec les infirmières dès les années 90, avec les policiers dans les années 2000, début des années 2000, et les ouvriers, j'avais déjà parlé des ouvriers dans ma thèse dans la fin des années 98, et j'ai refait un travail plus récent pour un livre qui est publié en 2021 sur un groupe ouvrier dans un ensemble d'usines qui appartenait autrefois au même groupe, le groupe JAPI, dans le territoire de Belfort à Beaucourt. Donc j'avais déjà du recul. Et par ailleurs, alors les informaticiens, c'est plus récent. Je m'intéressais de façon plus récente aux informaticiens, mais ça m'intéressait de revenir sur mes terrains, élargir aussi les dates dans la mesure où les Mhm. enquêtes ont commencé, bien sûr. J'ai un certain âge, mais je ne suis pas aussi vieux que ça pour avoir pu interroger des gens dans les années 50 et 60. Donc, j'avais voulu élargir un petit peu mon cadre d'études. Par ailleurs, ces 4 métiers m'ont semblé bien. Parce que j'ai travaillé sur d'autres métiers aussi. J'ai travaillé sur les diplomates, mais ça m'a semblé peut-être moins intéressant pour la question de l'évolution du rapport au travail, de m'intéresser aux diplomates. Pareil pour les conducteurs de bus. Alors, ceci, dans mon livre, parfois, je fais référence à d'autres groupes, des groupes sur lesquels j'ai travaillé ou des groupes sur lesquels je n'ai pas travaillé, mais pour lesquels on a des très belles recherches qui existent. Alors, par ailleurs, ces 4 groupes sont aussi assez pertinents pour plusieurs raisons. Première, c'est que les ouvriers ont constitué longtemps un groupe un peu phare dans le monde du travail dans les années 50-60, avec beaucoup de travaux en sociologie du travail, une discipline qui commençait à se développer à cette époque-là, consacrée aux ouvriers. Quand on regarde les recherches sociologiques des années 50-60, même 70, on voit qu'un très grand nombre sont consacrés aux ouvriers. C'est intéressant aussi de partir des ouvriers dans la mesure où, à la fois, comme en sociologie du travail, on a
beaucoup travaillé sur ce groupe, beaucoup de recherches ensuite sur d'autres métiers, par exemple sur les policiers, ont pu s'inspirer des méthodes et des résultats observés auprès des ouvriers. Ce qui était relativement pertinent dans la mesure où, dans les années 40, 50, 60, beaucoup de policiers, de gardiens de la paix en tout cas, peut-être pas les gradés, mais beaucoup de gardiens de la paix en commissariat, étaient issus du monde ouvrier. Ils ont quitté le monde ouvrier parce qu'ils cherchaient une certaine sécurité de l'emploi. Souvent, quand on regarde les récits de vie, je me suis beaucoup intéressé à des récits de vie des différents métiers, dont les 4 métiers que vous avez cités. On voit que beaucoup de policiers des années 50 ont en fait choisi le métier un petit peu par hasard, parce que leur usine a fermé, parce qu'il n'y avait plus d'emploi dans leur entreprise. Et puis, il y a aussi des phénomènes plus atypiques. Beaucoup de policiers sont rentrés dans la police dans les années 40 pour échapper au service du travail obligatoire. C'est-à-dire que l'Allemagne avait imposé à la France d'envoyer des travailleurs, notamment des ouvriers, en Allemagne pour participer à l'effort de guerre allemand. Et les personnes qui ne voulaient pas partir en Allemagne avaient une possibilité, il y en avait d'autres, ils pouvaient partir dans le maquis, etc. Mais il y avait une autre possibilité qui était de rentrer dans la police, parce que les accords entre la France de Vichy et l'Allemagne prévoyaient que les policiers n'étaient pas concernés. Donc, j'ai plusieurs récits de vie où les gens sont rentrés dans la police simplement pour échapper au service du travail obligatoire. Et c'est intéressant parce que les policiers, les gardiens de la paix, en tout cas en commissariat dans les années 50-60, avaient une culture professionnelle qui était encore marquée par cette culture ouvrière, avec 2 grandes caractéristiques. La première idée étant l'idée d'un travail bien fait. On va essayer de bien faire son travail en fonction de normes qui sont partagées dans le groupe. Et l'autre idée étant que le groupe doit se protéger de formes de gestion du travail, d'objectifs qui paraissent contraires à cette idée du travail bien fait. Donc on a à la fois des policiers qui estiment que pour être un bon policier, il faut d'abord maintenir le calme et l'ordre dans sa circonscription. C'est tout le contraire de ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, on parle de la politique du chiffre. Plus on fait de chiffres, plus on est valorisé. Pour les policiers des années 50-60, les gardiens de la paix en tout cas, l'idée n'était pas de faire du chiffre. Si on fait du chiffre, ça veut dire qu'il y a eu des délits, il y a eu des problèmes. Si il n'y a pas de problème, si on prévient les problèmes par le dialogue, l'interconnaissance, l'implantation locale. Et c'est venu quand, cette culture du chiffre sur les policiers, par exemple? Les policiers aujourd'hui sont très marqués par la politique du chiffre. Ça, pour répondre à votre question, quelle évolution on peut constater? Et donc, c'était intéressant de voir aussi cette transmission finalement du monde ouvrier vers le monde policier, transmission qui va s'effriter petit à petit, avec l'arrivée de policiers de plus en plus diplômés, avec aussi la mobilité professionnelle. Beaucoup de gardiens de la paix ne sont pas toute leur vie en commissariat comme c'était le cas autrefois. Et donc, cette mentalité, elle va s'effriter. Mais c'est intéressant de voir un peu la généalogie. On peut aussi faire, dans mon livre, je fais aussi un lien entre la généalogie, entre le monde ouvrier très qualifié et le monde de l'informatique, puisque l'informatique apparaît comme secteur professionnel nouveau dans les années 50. Avant, on n'en parle pas comme un métier possible. Ça apparaît vraiment comme un métier tout nouveau et encore tout restreint dans les années 50. Et une partie des premiers techniciens en informatique, notamment dans le hardware, le matériel, pas dans le logiciel, mais dans le matériel, sont issus du monde ouvrier. J'ai travaillé sur Bull, qui était longtemps un des champions français de l'informatique. Beaucoup de techniciens de Bull sont rentrés avec un CAP et ont progressé, ont eu des formations tout au long de leur carrière. Ils sont devenus techniciens, voire parfois, pour certains d'entre eux, ingénieurs en interne, mais tout en gardant cette culture et ce rapport au travail propre au monde ouvrier, c'est-à-dire à la fois le travail bien fait, l'implication dans ce que l'on fait, mais en même temps la défense de ses intérêts, y compris de sa définition du travail bien fait. Alors, les infirmières, c'était aussi un groupe professionnel sur lequel j'ai beaucoup travaillé, et ça m'a semblé intéressant d'avoir quand même un groupe très féminisé, parce que parmi les informaticiens, parmi les policiers, Oui. un peu parmi les ouvriers, mais il y a plus d'hommes que de femmes.
Alors, les ouvriers, on le sait assez peu, hein, j'en parle dans mon livre, mais sur la période, à peu près un tiers des ouvriers sont des ouvrières. On parle très peu des ouvriers, on parle beaucoup des ouvriers, on parle pratiquement jamais des ouvrières. Donc, j'ai voulu prendre un groupe très féminisé, en plus, sur lequel j'avais déjà travaillé. Et ce qui est intéressant, pour revenir sur votre question de ce que montrent ces évolutions, c'est qu'on retrouve le même problème de la politique du chiffre dans, dans le groupe infirmier. On trouve aussi la même question d'une culture, on va dire, traditionnelle qui a été transmise. Alors, une double culture, au moins, voire une triple culture, si on regarde les travaux d'histoire des infirmiers en France. On va dire une culture religieuse. On appelait infirmières religieuses, non pas celles qui étaient forcément des bonnes sœurs, qui avaient fait vœu dans un ordre religieux, mais aussi des infirmières qui travaillaient sous les ordres de religieuses, qui avaient été formées dans des écoles religieuses pour être infirmières. Et donc là, il y avait toute une culture autour de cette représentation du don de soi, du rôle, on va dire, caritatif des soignants. Il y avait aussi tout un grand groupe très important dans les 50-60 d'infirmières laïques, qui, elle, avait été formée dans des écoles d'infirmières créées par des médecins qui ne voulaient plus dépendre des congrégations religieuses. Et puis, il y avait un petit groupe plus marginal. Là, on retrouve un petit peu le monde ouvrier. C'était ce que Yvan Knibiller, une historienne, a appelé les promus, les infirmiers promus, qui étaient en fait dans les années 20-30 jusqu'à la fin des années 30, des personnes qui avaient soit été employées de maison, mais aussi parfois été anciens mineurs ou anciens ouvriers qui avaient été blessés dans leur travail et qui ont donné une rapide formation d'infirmiers, qui devenaient infirmiers dans les entreprises ou gardes-malades pour s'occuper de personnes qui avaient besoin d'aide au quotidien. Et ces gens-là ont vu, après-guerre, une partie de leur expérience reconnue et ils ont obtenu des titres qui leur permettaient de soigner l'hôpital. Et ça, ces personnes avaient cette culture ouvrière relativement forte pour beaucoup d'entre eux. C'était d'ailleurs un peu plus souvent que parmi les infirmières laïques ou religieuses des hommes. Les femmes étaient majoritaires, mais un peu moins que pour les deux autres groupes. Donc on voit qu'il y a toujours des questions de généalogie, de transmission, et c'est une des choses que je me suis attelé à étudier, de voir comment ces transmissions vont finalement être fragilisées, voire disparaître, et comment certaines évolutions, comme la politique du chiffre, par exemple, vont rendre plus vulnérables un certain nombre de professionnels face aux difficultés liées à leur travail ou à leurs conditions de travail. Les informaticiens, ça m'a intéressé aussi dans la mesure. Normalement, la culture du chiffre est déjà présente dès le début, j'imagine. Alors, l'informatique, ce que j'ai pu voir, j'ai réalisé 20 entretiens avec des informaticiens de différents âges, que j'ai beaucoup regardé les travaux que mes collègues ont écrits sur les informaticiens. On retrouve notamment chez les informaticiens qui ont un certain âge, que j'ai interrogé des gens de tous âges, le sentiment qu'il y a eu une perte d'un état d'esprit qui était centré sur la valorisation par les collègues de la prouesse technique, de la capacité à réaliser un équipement ou un logiciel performant qui marche, d'être entre spécialistes finalement. Et le fait d'être ensemble, de valoriser ensemble du même objectif, rend finalement le travail plus intéressant et plus attrayant. Et beaucoup de ces informaticiens d'un certain âge ont déploré le fait que leur entreprise, parce qu'elle a grandi, parce qu'elle a été rachetée par un plus grand groupe, s'est finalement transformée vers un management plus tourné vers le financier, vers la gestion, avec des chefs, des supérieurs qui ne sont pas des grands techniciens en informatique, qui parfois ne connaissent même pas bien le travail que font leurs subordonnés, mais leur imposent des objectifs purement quantitatifs, là encore une fois, même si on ne peut pas parler de politique du chiffre, mais le quantitatif reste important. Donc finalement, j'ai pris un peu volontairement 4 métiers apparemment très différents, des métiers qui semblent représenter un peu le monde du travail du début de la période, des années 50-60, les ouvriers, des policiers qui sont des métiers qui semblent représenter le monde du travail d'aujourd'hui et de demain, les informaticiens. Et en même temps, on peut trouver des évolutions assez comparables. Et pour finir, je disais que dans mon livre, je ne parle pas que de ces 4 métiers, même si j'en parle beaucoup plus précisément. Et on retrouve ces évolutions dans d'autres secteurs.
J'ai notamment fait un appel à contribution sur LinkedIn pour que les gens me racontent un peu leur transformation du monde du travail. Et j'ai vu aussi ce genre d'évolution, notamment chez les gens les personnes qui avaient 50 ans et plus, d'avoir le sentiment que dans beaucoup de métiers, par exemple dans le secteur médico-social, dans le secteur créatif, le secteur de la communication, il y avait ce même mouvement que les informaticiens ont déploré, c'est-à-dire une emprise de plus en plus importante des objectifs, on va dire, financiers, gestionnaires, par rapport au travail et à la qualité du travail. Donc finalement, on retrouve des problématiques un peu similaires dans des métiers extrêmement différents. C'est ça qui m'a semblé intéressant à montrer. Ouais, alors, plus précisément sur ce qui m'intéresse beaucoup, donc vous parlez d'une sorte de chiffrisation du monde du travail. Alors, bon, ça paraît complètement hors de sujet, mais ça me fait penser, par exemple, la guerre du Vietnam, il n'y a pas d'objectif de guerre, et du coup, on se dit, si on en tue euh, plus si on tue plus de personnes qu'on en perd, bah, on considère qu'on gagne. Du coup, là, c'est vraiment, il n'y a pas d'objectif de guerre, l'objectif, c'est juste du chiffre, c'est le nombre de morts, qui a produit des soucis, notamment le nombre de civils qui sont morts pour rien, juste pour mettre des chiffres sur des bouts de papier. Et par ailleurs, on sait que les États-Unis ont particulièrement une culture du chiffre, hein, avec la culture de la checklist, même dans leur histoire, hein, qui s'est énormément basée sur les dénombrements périodiques. D'où ma question, comment vous analysez cette culture du chiffre? Est-ce que ça aurait à voir avec le soft power américain qui aurait peut-être influencé les autres cultures, peut-être la culture du travail française? Et voilà, comment vous analysez ça? Et aussi, une autre question que je me pose, c'est est-ce que vous observez cette chiffrisation de chacun de ces métiers plus ou moins au même moment? Voilà. Pour revenir à votre question sur la culture américaine, je dirais que le lien est un petit peu plus compliqué que ça, mais c'est pas entièrement faux. Ça vient aussi largement de la dérégulation des marchés financiers qui a conduit à une financiarisation des entreprises, c'est-à-dire le fait que finalement on juge la performance d'une entreprise par rapport au taux de rentabilité à court terme des investissements. Et ça vient d'une théorie économique nord-américaine, la théorie dite principale agent, une D'accord. théorie néolibérale en quelque sorte, qui estimait que il y avait eu une évolution dans les 70 aux États-Unis qui faisait que les financeurs ne commandaient plus ce qui se passait dans les entreprises. C'est-à-dire que, pour dire les choses simplement, si on prend une entreprise informatique, l'entreprise, les ingénieurs de l'entreprise, eux, ce qui les motivait, c'était d'avoir des produits extrêmement performants, d'innover, d'avoir des produits très robustes. Et donc pour ça, il fallait investir, il fallait employer des gens, il fallait avoir des conditions de travail qui faisaient que les gens s'investissaient pleinement dans leur activité. Et c'est un peu le modèle finalement, même si c'était une entreprise française, de Bull pendant longtemps, où les ouvriers étaient pour la grande majorité très motivés parce qu'ils avaient des perspectives de carrière, parce qu'ils avaient un travail qui pouvait être de plus en plus enrichissant. Alors, je dis exprès les ouvriers parce que malheureusement, à Bulle, il y avait un petit. Il y avait un oubli qui était celui des femmes. Les femmes progressaient beaucoup moins Mm. dans la carrière que les hommes. Bon, ça, c'est un gros bémol. Je voulais quand même signaler, mais c'était un modèle. Et donc, dans ce modèle-là, l'idée étant que les actionnaires, les propriétaires de l'entreprise auraient moins de contrôle sur les choix de l'entreprise et que c'était pas normal que c'était eux qui apportaient l'argent. En tout cas, c'était en gros l'idée sous-jacente. Donc, l'idée a été d'essayer de renverser finalement le rapport de force, que ce soit plus les ingénieurs, les salariés qui définissent ce que doit être le travail, comment on va faire un produit ou un service de qualité, mais que ce soit les intérêts des financeurs qui soient en premier. Ah oui, et du coup, Et vous pensez que c'est les financeurs un peu les personnes qui vont décider sont un peu plus extérieures au travail réel et donc ça va plus se résumer avec des KPI, des chiffres, des indicateurs, c'est ça? effectivement, on voit que moi j'ai étudié une entreprise qui s'appelait l'entreprise JAPI, qui est une Ouais. entreprise familiale créée à la fin du XVIIIe siècle et qui devient à partir de 1955 qui s'éclate et petit à petit la famille a perdu son emprise. Après même l'entreprise familiale, parce que
une des branches de la famille Japy s'était alliée avec la famille Vieillard. Et Vieillard, c'est une famille qui a toujours une grosse entreprise, c'est l'ISI, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un équipementier automobile et aéronautique, c'est le plus gros équipementier. Et c'est une entreprise familiale. Néanmoins, ils sont soumis à ces objectifs de rentabilité à court terme. C'est-à-dire que s'ils veulent emprunter, ils ont besoin de fournir des résultats à court terme. Et ce qui est intéressant, ce qui pose question plutôt, c'est que ce modèle qui était lié aux entreprises privées, financées par des capitaux privés, s'est étendu finalement aux entreprises publiques. C'est-à-dire que l'État, en tout cas certains responsables politiques, ont estimé qu'il fallait que l'argent public soit utilisé de façon rationnelle, donc il fallait que les agents publics rendent des comptes. Et pour trouver un moyen de faire rendre des comptes, ils ont pensé à la politique du chiffre, c'est-à-dire transformer finalement le mode de financement des services publics de façon à ce que ça incite, ça pousse, ça oblige les personnes à se concentrer sur les résultats quantitatifs chiffrés pour démontrer, entre guillemets, qu'ils faisaient un travail. Et donc là, c'est vrai qu'on a une situation un peu absurde parce que si on regarde les choses d'un peu plus haut, on peut dire que faire du chiffre dans la police ou faire du chiffre dans la santé, eh ben, ça veut dire qu'il y a beaucoup de crimes, de délits, ou ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens malades ou en difficulté. Donc on pourrait penser qu'au contraire, plus le chiffre est important, moins on a bien travaillé, si on prend un peu de hauteur sur la question. C'est aussi une question de pouvoir, c'est-à-dire que si on prend l'exemple de la santé avec la tarification à l'activité, la médicalisation des systèmes d'information, on a créé des groupes de malades soi-disant homogènes. On peut comparer comment un hôpital A et un hôpital B pour le même type, entre guillemets, de maladie soignent, et on dit on finance les hôpitaux sur la base du coût moyen. Comme ça, ceux qui sont en dessous gagnent de l'argent, ça les incite, et ceux qui sont au-dessus perdent de l'argent, donc ça les inciterait à être plus économes. Mais ça ne tient pas compte de beaucoup de facteurs. Par exemple, la population locale, est-ce que c'est des gens qui sont plus ou moins âgés, plus ou moins jeunes? Est-ce que c'est des gens qui appartiennent à des milieux sociaux plus éduqués, donc qui sont plus dans la prévention, ou des personnes qui ont un niveau d'études un peu moins important et qui ont beaucoup de problèmes personnels, donc qui sont moins dans la prévention? Donc il y a beaucoup de facteurs qui font que on ne peut pas soigner au même coût partout pareil, et que c'est un peu absurde cette question du chiffre, et ça pousse. J'ai vu une fois, j'ai rencontré un directeur d'hôpital dans l'Est de la France qui me disait, moi, mon rôle, c'est de redresser les comptes de l'hôpital dont je suis directeur pendant 3 ans, après j'irai ailleurs, et donc dès que j'ai un logiciel qui m'indique à chaque fois quand un malade a déplacé la durée moyenne de séjour, la DMS, qui est un indicateur important pour les gestionnaires d'hôpitaux, et ben, je contacte le service et je leur dis qu'est-ce que vous avez envisagé pour que madame Untel ou monsieur Untel sortent du service. Parce que si on dépasse la DMS, ça veut dire que monsieur Untel ou madame Untel va coûter de l'argent. L'hôpital va coûter plus qu'il l'hôpital va toucher pour sa prise en charge. Et c'est absurde parce que si on renvoie trop tôt monsieur et madame Untel chez lui ou chez elle, ben peut-être que si la personne pour s'occuper d'elle, s'il n'est pas habitué à suivre les traitements, il va peut-être mal suivre son traitement, il va peut-être trop chuter, il va revenir à l'hôpital. Donc il faudra le re-soigner une deuxième fois. Mais ce qui est un peu pervers, c'est qu'on va le penser que c'était un nouveau patient, en fait, alors que c'est le même. Donc, d'un point de vue économique, c'est pas Et forcément là, c'est rationnel. bon pour les chiffres. Les chiffres, ils disent, c'est OK. Ouais. Voilà, donc on retrouve finalement des évolutions de ce type-là et des questions de pouvoir. Je me souviens que le candidat Macron en 2017 avait promis de revenir sur la politique du chiffre dans la police, sur la tarification de l'activité à l'hôpital, il n'en a rien fait. Parce qu'il a bien vu que c'était, s'il voulait que les gestionnaires donnent le là dans ces secteurs-là, il fallait qu'ils aient ces outils-là qui augmentent leur pouvoir par rapport aux gens de métier, aux professionnels qu'ils doivent encadrer, dont ils ne connaissent pas forcément très bien le métier. Alors, donc ça, c'est effectivement l'analyse, mais Marc Loriol, président, que faut-il faire? Et aussi, moi, quelque chose qui me vient quand même en tête, c'est faut-il quand même dire adieu aux KPI, aux indicateurs clés? Quel est le juste milieu là-dedans? En fait, voilà. Donc là, on a l'analyse. Ça serait quoi la solution? Et puis aussi, Gauthier, d'ailleurs, hein, si tu as une question, une intervention sur ce sujet, un truc à dire à Marc Loriol, après qu'il répond à cette question, bah, c'est ton moment. Donc, prépare-toi pour ton grand moment de gloire. Donc, Marc Loriol, je vous laisse répondre à cette question. Oui, donc je répondais à votre question avant de la question de Gauthier. Vas-y, Gauthier, si t'as quelque chose à dire.
Ça, c'est la caméra. Il n'y a pas de micro, oui. Il n'y a pas de micro. C'est pas un informaticien. Ah, Ça y est, attendez. C'est c'est bon, bon. vous m'entendez? Ouais, parfait. Mais non, mais je pense que vous deviez répondre à une première question, non, Il a un gros avant moi? cerveau, il, Ah, non, non, il peut non, vous garder avez plusieurs j'ai pas questions en si mémoire. gros cerveau que ça, je vais oublier votre question, Vincent, et donc Oui, bah, peut-être en je vais gros, c'est une question, simplement, Vincent, vous allez me rappeler. ça, c'est l'analyse, mais Ah oui, à niveau que qu'est-ce qu'on faire? Alors moi, je fait? Et puis, est-ce suis, qu'il faut jeter les indicateurs clés de performance à la alors, poubelle? s'il faut faire attention aux mots, moi je ne suis pas contre l'évaluation si elle est, on va dire, multiforme. Il faut qu'elle soit aussi bien qualitative que quantitative. L'évaluation quantitative n'est pas à jeter à la poubelle forcément, mais il faut bien prendre en compte que on ne peut pas tout mesurer et que c'est pas non plus parce qu'on a des outils de mesure très techniques qu'on mesure la bonne chose. Donc ça, c'est deux points importants. On ne peut pas tout mesurer. Par exemple, quand des policiers vont intervenir sur un différend familial et empêcher qu'il y ait un féminicide ou des enfants battus plus tard, ils font un travail qui est très utile, mais ils ne produisent aucun chiffre. On ne peut pas mesurer la prévention. Et ça, c'est valable également dans le domaine de la santé. C'est très difficile de mesurer ce que la prévention produit, en tout cas à court terme. À long terme et sur une population plus vaste, on peut voir effectivement quels sont les effets de la prévention, mais à court terme, c'est plus compliqué. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, bah, c'est de réfléchir finalement quelle est la mission. Quelle est la mission des policiers, quelle est la mission des infirmiers, des hôpitaux. Et dans ce cas-là, on se dirait que la mission des policiers, c'est pas de faire du chiffre. La mission des policiers, c'est d'éviter qu'il y ait des crimes, des délits, des différents voisinages, des différents familiaux, et qu'il y ait une certaine paix sociale, une régulation locale qui se fasse. Donc effectivement, quand on prend en compte ces dimensions-là, on peut aussi avoir une approche plus qualitative. Alors le problème, c'est qu'il y a des oppositions entre les objectifs de telle ou telle catégorie de personnes. Un gestionnaire d'hôpital n'a pas les mêmes objectifs qu'un médecin ou une infirmière. D'ailleurs, les infirmières et les médecins peuvent avoir parfois des objectifs différents. Les médecins peuvent avoir envie de faire entrer dans leur service beaucoup de patients avec des pathologies lourdes parce qu'ils sont en train de faire une recherche sur cette pathologie, ou des médecins peuvent avoir envie de continuer à réanimer un patient dont on sait que le pronostic vital est très faible, parce que justement, ils pensent qu'en faisant ça, ils vont peut-être apprendre des choses qui leur permettront plus tard de sauver des gens. Les infirmières peuvent avoir une vision différente. Trop de patients avec des pathologies très lourdes, ça fait qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper bien de tout le monde, et donc elles ont souvent de mal faire leur travail, et elles ne sont pas heureuses dans leur activité, elles ont de l'anxiété parce qu'elles n'arrivent pas à concilier leur envie d'être des bonnes infirmières et la préservation de leur santé physique et mentale. De la même façon, l'acharnement thérapeutique pour les infirmières, ça veut dire continuer à participer à faire souffrir plus longtemps inutilement des patients. Donc, vous voyez, tout le monde n'a pas les mêmes objectifs, n'a pas la même définition de ce que doit être leur mission et leur travail. Donc, le management des indicateurs qualitatifs, c'est un management qui doit être participatif, qui doit être délibératif. On doit discuter de ce que sont les objectifs du métier et de l'institution. Et ça, c'est important. Et le dialogue, il n'est pas toujours facile. Hein. J'ai travaillé, j'en ai pas trop parlé dans mon livre parce que j'en ai parlé par ailleurs. Et je travaillais avec les conducteurs de bus de la RATP à une époque. J'ai fait avec des collègues une recherche sur le stress chez les conducteurs de bus. Moi, je m'occupais de la partie région parisienne RATP. Et j'ai pu voir que dans ce secteur-là, et même pas uniquement à la RATP, c'était parfois difficile de faire discuter entre eux différentes catégories de professionnels. Par exemple, de faire discuter les contrôleurs et les machinistes, les conducteurs de bus. Les machinistes reprochaient aux contrôleurs d'arriver en masse, de verbaliser tout le monde et de partir. Et après, c'était le conducteur de bus qui se retrouvait en but à l'hostilité, voire aux agressions des gens qui avaient été verbalisés. Donc, parfois, il faut construire très patiemment cette capacité à délibérer ensemble. C'est peut-être le but du travail. L'évaluation, c'est
pour moi, si elle est vue comme ça, on ne va pas fétichiser le chiffre, on ne va pas arrêter de réfléchir à ce qu'on doit faire parce qu'on a un outil quantitatif qui a l'air sophistiqué. Mais on va essayer de définir ensemble quels sont les objectifs, ce qu'on a envie de poursuivre et voir si on arrive plus ou moins à les atteindre. Et ça, c'est important l'évaluation parce que quand on travaille, on a besoin d'avoir un retour sur son activité. Est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on a mal fait? Il n'y a pas un risque de hausse des discriminations? Qu'on ne fait peut-être pas bien et on culpabilise, on angoisse et c'est bien d'avoir une forme d'évaluation et pas une évaluation bête et méchante, purement quantitative. L'autre côté de la pièce, c'est que évidemment, il y a la subjectivité personnelle de chaque personne qui entre en compte et potentiellement, on pourrait parler de discrimination, de ce genre de choses. Vous prenez ça en compte? Effectivement, il y a des subjectivités différentes, mais l'important, c'est d'arriver à pouvoir discuter et trouver des compromis. Je vais prendre un exemple dans le monde des brigades de police secours. J'ai remarqué, parce qu'une des tâches que les gardiens de la paix en commissariat effectuent relativement fréquemment, c'est le contrôle routier. Ouais. On leur impose aussi parfois de faire du contrôle routier pour faire du chiffre, mais c'est aussi une tâche qu'ils doivent accomplir parce que parfois, effectivement, c'est utile de faire du contrôle routier pour prévenir les accidents. Donc, et j'ai remarqué une chose qui m'a un peu intrigué, c'est que il y a assez peu de conflits entre les policiers sur comment on fait le contrôle routier. Ils sont relativement d'accord sur la façon de le mener, sauf sur un point assez anecdotique, mais qui est important pour eux, qui est que certains policiers estiment que les professionnels de la route, les conducteurs de poids lourds, les conducteurs de taxi, chauffeurs de taxi, doivent être particulièrement sanctionnés quand ils font des infractions parce qu'ils sont des professionnels et qu'ils doivent être exemplaires. Et une autre partie des policiers, des gardiens de la paix, estiment qu'au contraire, ces gens qui sont tout le temps sur les routes, qui sont soumis à des impératifs de productivité, qui sont soumis à des contraintes économiques, des contraintes organisationnelles. Pour les conducteurs, chauffeurs routiers, c'est de plus en plus pressant. Il faut qu'ils livrent à temps, etc. Même s'il y a des embouteillages, si les routes sont coupées. Et donc, ces autres policiers pensent qu'au contraire, il faut être plus conciliant avec eux, moins les sanctionner s'ils commettent des infractions. Et ce qui est intéressant, en fait, que j'ai creusé un peu cette question-là, c'est qu'on se rend compte que le premier groupe, c'est plutôt des gens qui sont issus du monde, leurs parents, leurs grands-parents, du monde ouvrier ou de la fonction publique. Et c'est eux qui pensent que les professionnels de la route doivent être exemplaires, qu'il faut plus les sanctionner quand ils font des fautes. Et les seconds sont plutôt issus du monde des indépendants et ont tendance à finalement comprendre ou en tout cas avoir une empathie pour les professionnels de la route et les pressions qu'ils subissent ou les contraintes économiques qu'ils connaissent. Alors comment finalement, c'est en discutant, ils arrivent à se mettre d'accord. Parce qu'ils sont moins d'accord sur un point, c'est qu'on ne peut pas verbaliser Monsieur X et ne pas verbaliser Monsieur Y s'ils ont commis les mêmes infractions. Ça, c'est un peu contraire à leur façon de voir leur métier. Donc, ils arrivent à se mettre d'accord. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut qu'il y ait suffisamment de confiance, qu'il faut qu'ils puissent discuter. Alors, ils ont chacun leur sensibilité personnelle, politique en partie, qui fait qu'ils vont considérer différemment le fait de verbaliser ou pas les professionnels de la route, mais ils arrivent parfois à se mettre d'accord pour trouver quand même un équilibre, pour ne pas arriver à une situation où, suivant le policier sur lequel on tombe, on va être verbalisé ou on ne va pas être verbalisé pour la même infraction. Donc voilà, c'est cette capacité à débattre, à se faire confiance, c'est un peu ce que les ergonomes et sociologues appellent les collectifs de travail. C'est pas la peine d'être amis, d'être copains, c'est bien, c'est un plus, mais c'est pas la peine forcément d'être d'accord sur tout pour être dans un collectif. Ce qui est important, c'est de dire qu'on peut mettre sur la table les problèmes qui justement dérangent et que l'on peut trouver des compromis, même si tout le monde ne va pas être forcément satisfait à 100%, parce que justement c'est un compromis. Et dans certains cas, le collectif de travail n'existe pas suffisamment, il n'y a pas suffisamment de confiance, ou il n'y a pas suffisamment de capacité à dépasser les différences individuelles. Et là, ça pose question. J'ai fait une étude avec une collègue sur les scènes de musique actuelles, les SMAC, je pense que vous connaissez peut-être, c'est des structures, il y en a à peu près 130 en France,
sont en difficulté en ce moment parce que leurs financements sont, sont très menacés. Là, c'est une parenthèse, qui sont dédiés aux musiques dites actuelles. Parce que jusqu'aux années 90, le ministère de la Culture ne finançait pas les musiques actuelles, le rap, reggae, hip-hop, rock, etc. Il finançait que la musique classique et le jazz. Et c'était le ministère de la Jeunesse et des Sports qui finançait ces musiques-là. Comme si ce n'était pas de la culture, en fait, avec un grand C. Et donc, le label SMAC a été obtenu dans les années 90 et a permis un financement de la culture. Et avec ma collègue Lynn Spielmann, on a regardé quatre SMAC en France. Et dans une des SMAC, c'est celle pour laquelle j'ai fait cette recherche, parce que j'avais un collègue historien sociologue et historien qui était bénévole dans cette SMAC. Les gens avaient un problème, ils disaient qu'ils étaient trop passionnés. Ils étaient trop passionnés parce qu'ils bossaient énormément, ils s'épuisaient, etc. Et la difficulté, c'est qu'ils voulaient tout faire. Ils voulaient faire des concerts de tous les types musicaux, même du rap hip-hop. Personne dans cette structure-là était fan de rap hip-hop. Et puis, chacun était culpabilisé un petit peu d'imposer ses propres goûts. L'équipe de direction était très tournée vers le jazz. Et le jazz ne fait pas forcément partie du périmètre des SMAC, puisqu'il est déjà financé par la culture par ailleurs. Le programmateur était fan de hardcore, mais il avait du mal à remplir la salle quand il faisait un concert, même avec un groupe très connu de hardcore. Donc tout le monde avait du mal à penser qu'il faisait un concert vraiment totalement réussi, et tout le monde culpabilisait. Comme il culpabilisait, il travaillait de plus en plus pour essayer d'atteindre un idéal qui était en fait inatteignable, parce que souvent il fallait poursuivre des objectifs contradictoires. Par exemple, soit on fait venir des groupes exigeants, novateurs, pas encore très connus, mais dont on pense que la musique est particulièrement sophistiquée et extraordinaire. Mais dans ce cas-là, on a un public plus restreint. Forcément, on a un public de spécialistes, un public plus restreint socialement aussi. Parce que, par exemple, les SMAC, on leur demande aussi à la fois d'avoir des groupes qui ne sont pas commerciaux, mais de faire venir des gens de tous les milieux sociaux. Ce qui est un peu contradictoire, en fait, dans la réalité. En tout cas, c'est très difficile à concilier. Enfin bref, dans cette SMAC-là, les gens avaient un peu peur de mettre sur la table les problèmes, parce que, par exemple, l'équipe de direction culpabilisait d'imposer des concerts de jazz qui coûtent relativement cher et qui recueillent un public plus restreint. De même, le programmateur culpabilisait de faire venir un groupe de hardcore très connu d'Amérique du Nord et que la salle était à moitié remplie. Et il y avait finalement, et là je reviens à la question du chiffre tout à l'heure, il y avait finalement un indicateur qui mettait tout le monde d'accord, mais que personne n'aimait, c'était le nombre d'entrées payantes. Donc le fait de ne pas se mettre d'accord, de ne pas être capable de dire on va faire ça et puis on va peut-être pas faire ça parce qu'on ne peut pas tout faire, faisait que finalement le chiffre prenait une importance démesurée. C'est intéressant à comparer avec une autre SMAC qu'on a vue, qui était en Seine-Saint-Denis, donc avait décidé, elle, de se spécialiser sur uniquement rap, hip-hop et musique du monde, pour répondre justement à la demande, aux envies des populations locales, pour faire venir des gens qui n'allaient pas forcément dans les salles de concert habituellement, pour les faire venir dans leur salle. Et surtout, ils voulaient faire des événements très participatifs. Par exemple, quand il y avait un rappeur qui venait, il leur demandait de faire un atelier d'écriture avec une classe de collège de la ville, où ils faisaient des ateliers photos avec des jeunes de la ville, quand il y avait un concert d'un groupe un peu connu, ils prenaient des photos, des répétitions, etc. Puis après, ils faisaient une exposition de photos de groupe, donc faire participer. Et là, ils ne voulaient pas tout faire en même temps, ils se limitaient à quelques objectifs beaucoup plus restreints, et ils avaient beaucoup moins de difficultés finalement à être satisfaits de leur travail sans avoir à bosser comme des fous, même s'ils bossaient quand même beaucoup. Baptiste, tu as quelque chose à dire? Non, j'ai pas entendu. Gauthier, Oui, une oui. question? J'avais plusieurs questions parce que je trouve que votre sujet est très intéressant et en même temps extrêmement, comment dire? Il y a beaucoup de choses à dire, enfin, qui pourraient être dites ou pourraient être étudiées. Et je pensais qu'à quelque chose assez rapidement, c'est quid des nouveaux métiers, on va dire, en vogue, du salariat, du tertiaire, notamment les juristes, les commerciaux, les enseignants. Alors peut-être que vous avez, peut-être évoqué brièvement les enseignants, mais moi je pensais vraiment parce qu'en ce moment je suis assez choqué de la manière dont,
dont les conditions psychologiques au travail pour des juristes ou des commerciaux évoluent en ce moment, avec l'ubérisation du marché du travail, et cetera. Je voulais avoir votre avis, en tout cas votre analyse peut-être même, à chaud comme ça de comment ça évolue, comment aussi qu'est-ce qui explique l'avènement de métiers comme ça, les juristes ou, dont le nombre a explosé ces dernières années et puis aussi surtout des commerciaux et notamment des commerciaux indépendants qui est un groupe, de métiers quasiment sociologique, à part entière qui commence à dont le nombre commence vraiment à exploser. Moi, j'ai pas travaillé sur les juristes ni sur les commerciaux. Alors, c'est un nouveau métier dans la façon de le pratiquer, parce que le métier de juriste est un métier très très ancien finalement. Mais peut-être les conditions dans lesquelles ce métier est pratiqué, les usages. Alors peut-être je pourrais renvoyer, parce que moi, je suis pas du tout un spécialiste de la question, mais aux travaux de David Graeber sur les bullshit jobs. Il montre comment finalement les juristes d'entreprise vont jouer un rôle pour effectivement, par exemple, contrer des concurrents, pour limiter le pouvoir des salariés. Et donc, c'est un rôle qui n'est pas directement productif, qui permet juste de gagner plus d'argent à certains dirigeants d'entreprise ou à certaines entreprises, mais qui ne produit pas de biens ou de services supplémentaires. Bon, après, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste, donc je vous renvoie au livre de Graeber qui est intéressant sur cette question, puisqu'il a en fait un des cas, un des exemples des bullshit jobs. Alors, j'ai travaillé un peu sur l'ubérisation, parce que ma deuxième partie était une partie chronologique, donc je me suis intéressé à l'évolution du rapport au travail des années 50 à nos jours, dans les différentes catégories socio-professionnelles, ce qui m'a d'ailleurs amené à m'intéresser au monde agricole, parce que en 1950, le monde agricole occupe encore un peu moins d'un tiers de la population, mais une grande partie de la population, enfin moins d'un tiers, mais quand même une part importante. Et puis très rapidement, le monde agricole va voir ses effectifs décliner très, très vite. Et je parlais des transmissions. Beaucoup d'ouvriers sont issus du monde agricole. Parce que les fermes trop petites n'étaient plus viables, et donc il fallait bien aller travailler ailleurs. Et donc, ces nouveaux métiers, mais je travaillais sur l'ubérisation, donc quand je me suis intéressé aux années récentes, effectivement, le problème de l'ubérisation, du point de vue du rapport au travail, en tout cas, eh ben, c'est l'isolement et la fragilisation des travailleurs ubérisés, parce que ils ne bénéficient pas de tous les dispositifs, comité d'entreprise élargi, auparavant CHSCT. C'est très difficile de créer des syndicats, d'avoir des actions collectives. J'ai discuté une fois par hasard avec un chauffeur Uber qui me disait c'est très bien d'appeler un mouvement collectif, mais il y a toujours d'autres chauffeurs qui vont profiter du fait qu'une partie des chauffeurs ne roule plus pour eux rouler et gagner un peu plus parce que il y a la loi de l'offre et de la demande et donc ça va être très difficile. Ils sont très fragilisés du point de vue du collectif. Et j'avais travaillé il y a une vingtaine d'années dans une expertise collective INSERM sur le stress et la santé chez les indépendants. Et à l'époque, on parlait, c'est un vocabulaire qui est peut-être moins utilisé aujourd'hui, mais des indépendants traditionnels et des nouveaux indépendants. On entendait par indépendants traditionnels, tous les métiers anciens, artisans, commerçants, professions libérales, alors que les nouveaux indépendants étaient effectivement, des gens qui étaient plus en freelance, qui exerçaient des activités qui étaient menées auparavant par des salariés et qui sont de plus en plus confiés à des gens en freelance. Je m'étais intéressé un petit peu aux maquettistes dans les groupes de presse, par exemple. Et ces nouveaux indépendants sont fragilisés dans la mesure où les indépendants traditionnels sont souvent issus du monde de l'indépendance eux-mêmes. Beaucoup d'artisans avaient un parent, un père, une mère, un oncle, une tante qui étaient du même métier. Pour des choses toutes bêtes, qui avaient appris, même de façon basique, à lire un bilan, à gérer des impératifs administratifs et comptables, à
à faire un plan de financement, des choses, même si c'était pas des grands financiers, des grands comptables, ils avaient quand même la base pour le faire parce que leurs parents ou leur oncle, leur tante leur avaient expliqué, montré, ils l'avaient connu. Et donc, ces nouveaux indépendants étaient plus fragiles parce qu'ils se lançaient dans l'indépendance, souvent pour fuir un monde du salariat dans lequel ils ne se reconnaissaient plus, où ils ne se sentaient pas assez valorisés, où ils ne sentaient plus avoir suffisamment d'autonomie pour bien faire le travail comme ils le voulaient. Et donc, ils pensaient trouver dans l'indépendance. Parfois aussi, c'était un peu imposé. Je parle des maquettistes tout à l'heure. Certains groupes de presse ont poussé finalement leurs maquettistes salariés à se mettre en freelance et à proposer les mêmes services en freelance, qui était parfois avantageux, mais souvent c'était très fragilisant parce que du coup, le groupe de presse pouvait du jour au lendemain choisir un autre ou une autre prestataire. Je dis une parce que c'était majoritairement des femmes en l'occurrence. Voilà, donc c'est des choses lesquelles je me suis un peu penché, mais c'est vrai que les commerciaux, les juristes, c'est des groupes sur lesquels je n'ai pas particulièrement travaillé, mais on pourrait voir effectivement une évolution entre le juriste traditionnel, qui existe toujours, et des formes différentes d'emploi des juristes en entreprise. Ce que je sais par contre, c'est que mon laboratoire est hébergé par l'ISST, l'Institut des sciences sociales du travail, qui est un lieu de formation des syndicalistes universitaire, l'université de formation des syndicalistes qui avait été créée dans les années 50 à Paris par Marcel David, un juriste justement. Et ça me permet de voir un petit peu quelles sont les difficultés, les demandes, les besoins des syndicalistes. Et depuis bien 10-15 ans, les syndicalistes qui viennent en formation à la CST demandent de plus en plus des formations juridiques. Parce qu'ils ont en face d'eux des conseillers patronaux qui sont très pointus sur ces questions-là. Et pour pouvoir continuer à résister, ils ont besoin de ces formations-là. Et donc, les formations économiques, sociales, sont beaucoup moins demandées et les formations juridiques ont explosé. Et c'est une chose que certains syndicalistes déplorent d'ailleurs parce qu'ils sont dans des négociations lourdes, complexes, qui les éloignent très fortement du terrain. Et du coup, ils ont du mal à être ce qu'ils devraient être en partie des porte-parole de la base, des opérateurs, des travailleurs, des salariés, parce qu'ils sont pris dans ces négociations très techniques, très compliquées, où il faut un niveau de compétences juridiques que les syndicalistes arrivent à obtenir, mais au prix de se couper un petit peu parfois du terrain. Donc effectivement, il y a je pense que le juridique devient un moyen de réguler des choses qui étaient régulées autrement auparavant. Oui. Et encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de la question. Alors, En fait, pour finir, comme aux vas-y. États-Unis d'ailleurs. Non, Oui, non, comme aux États-Unis, en fait, c'est les États-Unis. Ce sont les États-Unis qui ont vraiment donné le là de cette juridisation, je sais pas comment on peut dire ça, de la vie professionnelle, où chacun, en fait, évolue plus dans une inquiétude de se faire, de se faire traîner en procès, et de perdre des procès pour, je ne sais pas, mise en danger d'employés, de salariés, et cetera, ou non-respect des règles, pas forcément de manière, volontaire, mais bien risqué, en fait, bien là. Ouais, en, hem, en- en ce plus, le qui m droit peut être utilisé comme une arme de dissuasion. Euh, D'entreprises ont porté plainte pour diffamation contre des salariés, contre des syndicalistes, en sachant que juridiquement, elles n'avaient pas beaucoup de chances de gagner, mais que le salarié en question, le syndicat n'avait peut-être pas les moyens qu'eux avaient à mettre derrière en termes d'avocats, de conseillers juridiques, et que donc ça allait faire pression sur ces ouais. salariés, ces syndicats, pour les dissuader finalement de s'exprimer. J'aurais une dernière question, puis après je te laisse la parole, Vincent. C'est, donc, vous avez fait une chronologie des évolutions du travail et des évolutions peut-être aussi des conditions psychologiques dans l'évolution du travail depuis, au moins j'imagine l'après-guerre ou même, L'après-guerre, oui. hem, quels sont selon vous les facteurs majeurs, on va dire, d'évolution dans l'emploi en France ou en Europe d'ailleurs? Et surtout, quelles sont les causes majeures d'une anxiété naissante ou en tout cas croissante dans les conditions, professionnelles en France depuis les années, 50? C'est compliqué parce que faut distinguer des périodes. Du point de vue des conditions de travail au sens strict, c'est-à-dire les conditions matérielles, physiques de travail,
on constate plutôt une amélioration dans la première période. Les conditions de travail les plus dures disparaissent sous l'effet de la mécanisation, sous l'effet des progrès de la médecine du travail. On va dire jusqu'au milieu des années 70. En même temps, on observe une intensification du travail, c'est-à-dire que on va aussi en partie à cause de la mécanisation, de l'automatisation, faire que une même heure de travail produise un peu plus chaque année qu'elle le produisait auparavant. Et donc là, il peut y avoir une contradiction qu'on peut voir de façon différente dans beaucoup de secteurs. C'est vrai que dans l'industrie, par exemple, on a développé un certain nombre de machines, de postes ergonomiques qui font que les conditions physiques de travail semblent s'être améliorées. En même temps, on a demandé aux gens de travailler de plus en plus vite. Et donc, ils n'ont pas forcément toujours la possibilité d'adopter les bons gestes, finalement, de totalement profiter, puisque l'amélioration technique, elle profite presque plus à l'augmentation de la productivité qu'à la protection du travailleur. On voit ça aussi, même dans les services à l'hôpital, par exemple, que j'ai suivi pendant plusieurs années. On a fait beaucoup de formations pour les soignants. J'en ai suivi en tant qu'observateur, sociologue qui observait la chose, des formations pour préserver son dos, ses épaules, etc. Comment on soulève un malade, comment on pousse un chariot, etc. Comment on s'organise. Tout ça, c'est très bien. On a même mis en place des lève-malades, par exemple, pour éviter que les aides-soignantes et les infirmières aient à lever des malades, parce que c'est en fait, quand on parle du port de charges lourdes à l'hôpital, c'est essentiellement des patients qu'on va devoir soulever parce qu'ils sont... Et dans le même temps, on a intensifié le travail de deux façons. La première, à partir des années, la fin des années 80, des années 90, et progressivement de plus en plus fortement, de deux façons. La première, c'est que les effectifs sont de plus en plus justes, en tout cas, n'ont pas suivi la demande. C'est-à-dire que les progrès de la médecine font qu'il y a plus de gens qui vont faire appel aux hôpitaux, et puis les exigences sont plus importantes. Un hôpital des années 50, les conditions de confort, d'accueil n'étaient pas terribles. Aujourd'hui, elles seraient inacceptables. Il y avait des salles communes, par exemple. Il y avait tous les hommes dans une salle et toutes les femmes dans l'autre salle. Aujourd'hui, ce ne serait pas accepté. Et en plus, il y avait beaucoup de pathologies qu'on ne savait pas bien soigner. Donc, en fait, les gens n'étaient pas pris en charge. On les accompagnait vers la mort le moins difficilement possible, mais c'était tout. Et donc aujourd'hui, la charge de travail, elle augmente parce que la médecine a fait beaucoup de progrès. Les services sont de plus en plus spécialisés. Une infirmière dans un service ne peut pas aller du jour au lendemain dans un autre parce que ce n'est pas du tout le même monde technique et médical. Donc, en ce temps-là, le nombre de soignants n'a pas augmenté en proportion. C'était une première augmentation de la charge de travail, obligé de se dépêcher de plus en plus. Et ça, c'est depuis les années 90, et ça s'est intensifié encore jusqu'à aujourd'hui. Et malgré le Covid, où on a dit qu'il fallait mieux tenir compte de la santé des soignants, ça n'a pas reculé. L'autre aspect de l'intensification qui est plus, on va dire, insidieux, c'est que, je l'ai évoqué tout à l'heure, on essaie de garder le moins longtemps possible les malades. La durée moyenne de séjour n'a fait que baisser depuis les années 80-90. Et donc, les malades sont, quand ils sont à l'hôpital, en période plus aiguë, donc beaucoup plus demandeurs de soins. Il demande un même malade, quand il est là 15 jours, et ben, pendant 3-4 jours, il va être très demandeur de soins, puis dans les autres jours, il sera beaucoup moins demandeur de soins parce qu'il ira mieux. Donc, les infirmières vont pouvoir travailler, les soignantes un peu moins. Quand ce même malade qui était là 15 jours, il est là 5 jours, et ben, pendant les 5 jours, il est très demandeur de soins. Et il n'y a que des malades très demandeurs de soins, et donc ça intensifie énormément le travail. Donc, en fait, elles n'ont pas le temps de mettre en place les procédures pour bien lever un malade, elles n'ont pas forcément toujours le temps d'utiliser un lève-malade, surtout qu'un lève-malade, ça suppose quand même une relation un peu de confiance avec le malade, parce que si on arrive avec une machine pour lever le malade comme si c'était un objet, eh ben, ça, c'est mal vécu aussi bien par le malade que l'infirmière. Il faut pouvoir lui expliquer, lui prendre le temps pour qu'on utilise ça, pourquoi c'est bien à la fois pour le malade et pour le soignant. Et donc, ce temps manque. Et donc, il y a cette contradiction entre une amélioration apparente, qui d'ailleurs va s'inverser à la fin des années 90, notamment sous l'effet de l'intensification du travail, amélioration apparente des conditions de travail, et puis les difficultés. L'autre aspect, c'est l'isolement. C'est-à-dire que
dans les 4 métiers que j'ai évoqués, mais dans beaucoup d'autres aussi, les gens arrivaient à se mettre d'accord finalement sur ce qu'était un beau travail, ce qu'on pouvait faire, et ce qu'on pouvait peut-être ne pas faire si on n'avait pas le temps de le faire. J'ai évoqué par exemple l'exemple d'infirmières qui disent qu'il ne faut pas trop de malades très lourds, parce que sinon on ne peut plus bien faire notre travail, ou l'exemple de policiers qui vont dire, il faut quand même essayer de faire ce qu'ils appellent de belles affaires. Et même si les belles affaires, ça fait moins de chiffres parce qu'on va passer beaucoup de temps pour faire un bâton, comme ils disent. Si on démantèle un réseau local de drogue, c'est un travail de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, mais ça fait un bâton. Si on arrête quelqu'un qui a plus de 5 grammes de cannabis sur lui, c'est beaucoup moins de travail et on a un bâton aussi. Et donc, voilà. Cette capacité à pouvoir faire un travail dans lequel le groupe se reconnaît, qu'on peut valoriser ensemble, comme pour les informaticiens expliquent très bien que ce qui fait le plaisir dans leur travail, c'est quand ils sont en relation avec des collègues ou avec des clients qui partagent la même passion pour l'informatique, pour les outils technologiques, pour l'innovation, et qu'entre spécialistes, ils se comprennent, ils se stimulent mutuellement. Et quand au contraire, ils sont dirigés par des gens qui ne s'intéressent pas et voire ne connaissent pas bien la technique, et leur travail devient beaucoup moins intéressant. Donc c'est ces grandes évolutions-là qui rendent les gens peut-être plus fragiles face aux difficultés, parce que quand on est en difficulté, peut s'adapter individuellement. On peut éventuellement changer de métier si on ne supporte plus son métier. On peut prendre des médicaments pour tenir ou boire de l'alcool pour tenir. Mais toutes ces adaptations individuelles, elles sont très coûteuses et puis elles sont à moyen terme, elles sont plus nocives que bénéfiques. Et souvent, les adaptations plus collectives, on va essayer de dire que telle activité, finalement, si on n'a pas le temps de la faire, on ne va pas la faire, ou que notre rôle, c'est plutôt de faire ça et pas de faire ce qui est contraire à nos valeurs professionnelles. Et donc, quand on a un collectif qui permet au moins d'avancer ça, ne serait-ce qu'en parole, c'est plus protecteur. Je me souviens, au début des années 2000, il y avait un médecin du travail qui avait suivi dans le domaine des SS2I, des services en informatique, ingénierie en informatique, et elle faisait passer une échelle d'évaluation du stress qui vaut ce qu'elle vaut, qui peut être critiquée, mais ça permet d'avoir au moins une évolution dans le temps. Et elle avait remarqué qu'avec après le passage du fameux bug de l'an 2000, il y avait eu un boom de recrutement d'informaticiens parce qu'on croyait que le bug de l'an 2000 allait tout stoppé. Il y a eu un recul, il y a eu des crises. L'informatique est un secteur très fluctuant avec des périodes de forte croissance et des périodes où les choses vont moins bien, de crack, de crise. Et donc, c'est une période de crise. Elle avait remarqué qu'il y avait eu une montée importante des niveaux de stress enregistrés dans les SS2I qu'elle suivait. Et elle avait remarqué que dans 2 des SS2I, chose qui était assez rare dans le secteur, c'était créer une section syndicale et que la création de la section syndicale avait fait baisser le score de stress dans ces SS2I. Alors, ça veut pas dire que les syndicats avaient tout résolu, mais elle concluait par le fait de partager son angoisse, ses difficultés, de dire qu'on n'est pas le seul finalement, c'est pas nous qui sommes insuffisants, qui sommes incapables, mais c'est la situation économique, c'est la façon dont le secteur est géré qui crée des difficultés et des problèmes. Ça permettait de déculpabiliser et de réduire les angoisses et les pressions qui pesaient sur les épaules de ces salariés, même si leur situation d'emploi n'était pas forcément meilleure. Ces syndicats n'avaient pas résolu tout d'un coup de baguette magique, mais avaient au moins permis aux gens de se parler entre eux, de comparer leur situation et de voir que ce n'était pas eux qui étaient forcément en cause, mais c'était des choses qui leur échappaient. Alors, on va arriver vers la fin de cet entretien. Je vous pose une question de Younes, qui m'a chargé de vous transmettre cette question. Vous pouvez pas venir, mais qui est très intéressé par vos propos. Qui nous demande, voici une question que j'aimerais poser. Quelle est la différence entre le stress normal lié aux exigences du poste et une anxiété qui devient problématique? Et à partir de quel moment l'entreprise a-t-elle une responsabilité d'intervenir?
Moi, j'ai été toujours très critique avec l'idée qu'il y aurait un bon stress et un mauvais stress, Mhm. dans la mesure où, pour moi, le stress, c'est quand effectivement il y a un débordement des capacités d'adaptation individuelle et collective. Donc le stress, il est a priori forcément mauvais et il se manifeste par des effets sur la santé, des effets sur les relations sociales entre les salariés, entre eux ou avec leur famille, avec leurs proches, avec leurs amis. Et donc ça, le stress, il est mauvais. Après, il y a des enjeux qui peuvent être stimulants. Ce que parfois les salariés appellent du bon stress, c'est on va avoir un enjeu stimulant. Les policiers en parlaient régulièrement. Ils disaient, eh ben, quand on part sur un braquage, c'est tendu, on a un peu peur, mais on a l'impression de faire vraiment un métier utile, de servir à quelque chose, etc. Quand on arrête un violeur, quand on arrête un agresseur, on a vraiment le sentiment d'être un vrai policier en quelque sorte. Donc ça, c'est un enjeu stimulant qui peut être parfois dangereux. Hein. On peut penser aujourd'hui en ce moment avec les incendies. Les policiers savent que leur métier, les policiers, les pompiers savent que leur métier est très dangereux. En même temps, ils savent qu'il est très utile. Donc quand ils vont combattre un feu, ils se mettent en danger, mais ils ont le sentiment que c'est ils appellent peut-être ça un bon stress, mais plutôt un stimulant positif, parce qu'ils ont vraiment le sentiment de faire leur vrai travail et d'être à leur place et de mettre en œuvre leurs compétences, leur savoir-faire. Le mauvais stress, c'est quand on est soumis à des injonctions contradictoires, que l'on doit faire un travail qu'on voudrait faire le mieux possible, mais qu'on n'a pas les moyens, ou que l'organisation du travail nous empêche de le faire le mieux possible. Et donc là, effectivement, c'est là que le stress intervient. D'ailleurs, dans les modèles d'analyse du stress, notamment les modèles de Sigrist ou de Karasek, qui mettent en regard, on va dire, les demandes, les exigences, et d'un côté, les conditions de travail, le soutien et la reconnaissance de l'autre. C'est une question d'équilibre. Quand il y a un déséquilibre, quand on demande beaucoup de choses, mais qu'on ne donne pas beaucoup de moyens ni de reconnaissance, effectivement, là, on passe plutôt dans le mauvais stress et dans l'anxiété. Mais l'anxiété peut être, et là c'est les psychologues comme Yves Clos ou Christophe Dejour, de façon différente, l'ont montré. Le collectif peut être une protection contre ces formes d'anxiété, par les stratégies collectives de défense, par le développement de ressources collectives qui permettent justement peut-être de réduire ce qui nous stresse et nous angoisse, mais aussi parfois de donner du sens à notre investissement et de dire que bah, ça, on fait notre vrai métier. Donc, cette dimension-là, les entreprises, pendant longtemps, les entreprises, au début, c'était à propos de la fatigue, de l'usure, de l'épuisement. Aujourd'hui, c'est encore le cas avec le stress ou les risques psychosociaux. Les entreprises ont eu tendance à se déresponsabiliser. Pendant longtemps, on a dit, bah oui, les ouvriers qui sont fatigués dans les années 50-60, c'est qu'ils ont fait la brinque tout le week-end, ils ont dansé toute la nuit, ils ont bu de l'alcool, donc ils arrivent le lundi fatigués. C'est pas s'ils avaient une hygiène de vie meilleure, ils ne seraient pas aussi fatigués. Donc, beaucoup d'entreprises nient ce phénomène, alors que justement, le fait d'avoir des événements collectifs ensemble, c'est aussi une façon de se ressourcer ou d'être plus fort face aux difficultés. Avec maintenant la Et nouvelle déresponsabilisation, c'est oh bah je leur ai fait faire une formation, qu'est-ce que j'ai pu. absolument, c'est vrai, ça c'est tout à fait juste. Et c'est un réflexe qu'ont beaucoup d'employeurs, même des employeurs publics. À un moment donné, j'ai participé à un groupe de réflexion autour du burn-out et du stress des infirmières. Et des personnes très bien intentionnées, des médecins du travail, des anciens cadres infirmiers ou infirmières, disaient ah ben voilà, il faudrait mieux les former, il faudrait faire de la formation à la gestion du stress, de la formation à la gestion en prévention du burn-out. Et je leur ai dit, ou apprendre à gérer les conflits avec les patients, ou apprendre à gérer, parce que c'est une source de stress importante, de l'anxiété importante chez les infirmières, de gérer les décès des patients. Quand on s'attache à un patient, qu'il décède, ben forcément, ça vous affecte. Alors, plus ou moins en fonction de la capacité à prendre de la distance. Mais parfois, même les infirmières expérimentées expliquent que certains patients, ils n'ont pas pu prendre de la distance parce qu'ils étaient trop proches effectivement de ce patient, et quand le patient est décédé, ça les a beaucoup affectés. Alors, moi, je leur expliquais que former les gens, s'ils n'ont pas les moyens de mettre en œuvre ce qu'ils ont appris en formation, ça peut être plus mauvais que bon. Par exemple, je me souviens quand j'ai fait une grosse enquête quantitative avec des médecins du travail au début des années 2000, on a fait deux vagues d'enquête en 2002 et 2003. On avait vu que dans les petits hôpitaux locaux,
où il y a beaucoup de personnes âgées avec des polypathologies, donc de la mortalité. C'était une plainte très importante des infirmières et des aides-soignantes, c'était de dire on n'arrive pas à gérer psychologiquement, affectivement, la mort de patients dont souvent on connaît la famille ou qui ne sont pas totalement étrangers parce que c'est des petites régions où tout le monde se connaît plus ou moins. Et donc, certaines avaient décidé de faire une formation en soins palliatifs pour apprendre comment mieux accompagner, entre guillemets, les patients mourants. Et ben l'enquête montrait très clairement, c'était une grosse enquête quantitative, on a interrogé au final presque 17 000 soignants en France. L'enquête montrait très clairement, même si c'était des effectifs plus petits, parce que c'était pas 17 000 dans les hôpitaux locaux, mais montrait très clairement que celles qui avaient suivi formation sur palliatif avaient un niveau de burn-out plus élevé que celles qui ne l'avaient pas suivi. Alors on peut dire ça dans les deux sens. On peut dire que celles qui étaient en Ouais. souffrance ont voulu suivre des formations de soins palliatifs pour essayer de répondre à leurs problèmes. Mais le fait est que ça n'avait pas répondu à leurs problèmes apparemment. Ou on peut aussi penser que le fait de voir l'idéal des soins palliatifs, on prend le temps de parler avec les gens, on prend le temps d'intégrer les familles, on prend... ça, il est généralement pas applicable dans les petits hôpitaux locaux. Ne serait-ce que parce que les pathologies ne sont pas les mêmes. On a beaucoup plus de gens avec des démences, des polypathologies complexes dans les petits hôpitaux locaux. Donc, c'est difficile d'avoir un travail relationnel avec eux. En soins palliatifs, il y a beaucoup de gens qui ont des cancers. C'est très dur le cancer, mais ça rend pas, ça provoque pas en général de démence, enfin, sauf dans certaines phases terminales de cancer. Mais c'est moins, plus le pronostic. C'est un peu bizarre, un peu glauque de dire ça, mais il est plus prévisible en cancérologie, alors que dans les polypathologies complexes, le pronostic est assez imprévisible. On ne sait pas si monsieur un tel ou un tel va mourir dans les 15 jours ou dans un an. Et ça, c'est compliqué pour prévoir un accompagnement adapté, et encore plus quand on n'a pas les moyens. Parce que dans les hôpitaux locaux, le problème, c'est qu'il y a un manque de moyens criant, et notamment quand on a beaucoup de personnes âgées dépendantes. Par exemple, quand il faut les gens qui ne peuvent pas manger tout seuls, on n'est pas assez de personnes pour les aider à manger midi et soir. Donc, ces hôpitaux, ils aidaient la moitié des patients à manger le midi et l'autre moitié à manger le soir. Forcément, quand ils font ça, ils sont malheureux parce qu'ils ne font pas bien leur métier. Ils ne peuvent pas faire autrement. Et c'est pas en les formant en soins palliatifs qui vont être capables de résoudre le problème, parce que le problème, il n'est pas dans la formation. Ouais, donc effectivement, vous avez raison. Parfois, on parle de formation comme la solution miracle, mais si on ne change pas les conditions de travail, les moyens, l'organisation, ça peut pas L'individualisation du servir à grand problème. chose. Alors, petit mot pour la fin. Si vous deviez vous placer dans la position d'un conseiller d'orientation, quels seraient les 3 conseils les plus importants que vous donneriez aujourd'hui à une personne souhaitant construire sa vie professionnelle? Déjà, je vais faire une petite plaisanterie, mais Oui. qui me paraît très juste. C'est très difficile d'être conseiller d'orientation. Et quand j'ai interrogé des informaticiens, notamment les un peu plus jeunes, qui ont souvent eu recours à des conseillers d'orientation, et même dans d'autres métiers, on se rend compte qu'en général, ces conseillers ont beaucoup de mal à donner des réponses pertinentes. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, mais ça veut dire que c'est très difficile de dire ce qu'une personne va pouvoir aimer ou ne pas aimer toute sa vie professionnelle par la suite. Et donc, le premier conseil que je donnerais, c'est de réfléchir à ses objectifs, et puis aussi au fait que travailler dans un secteur qui nous passionne, par exemple, quelqu'un qui est passionné de mode, qui veut travailler dans la mode, quelqu'un qui est passionné de sport, qui veut travailler dans le sport, etc., quelqu'un qui est passionné d'informatique et qui veut travailler dans l'informatique, doit aussi avoir l'idée que ce qui le passionne, c'est peut-être pas forcément ce qu'il va faire dans son travail. C'est-à-dire que j'ai pas travaillé sur la mode, mais j'ai eu des collègues et puis j'ai été jury dans des thèses sur la mode. C'est entre guillemets à la mode, sans mauvais jeu de mots. Et il y a des travaux qui ont montré, par exemple, que des personnes voulaient, souvent des femmes, mais aussi quelquefois des hommes, aller vers la mode pour être créatifs, pour essayer d'avoir une vision plus développement durable de la mode. Et puis ils se sont rendus compte qu'en fait, leur travail quotidien, quand ils arrivaient à décrocher un job dans ce secteur-là, c'était de produire des nouveaux modèles à la chaîne, parfois en copiant plus ou moins des modèles existants parce que ça coûte moins cher que de les inventer totalement. Et puis que les préoccupations pour le développement rural, c'est rural, que je raconte,
Le développement durable, c'était un peu du greenwashing, c'était un peu de l'affichage, mais que dans la réalité, la mode, surtout quand on incite les gens à changer d'habit régulièrement, ça n'a rien de développement durable. En plus, quand on voit comment les produits textiles sont produits dans le monde, dans des pays où la main-d'œuvre est pas chère, où la pollution est mal contrôlée, et là, on se rend compte qu'on n'est pas du tout dans le secteur qu'on avait rêvé au départ. C'est un peu un exemple extrême, mais il y a beaucoup de cas où finalement on rêve de faire un métier parce qu'on pense que c'est des choses qui nous passionnent, qui nous plaît. On a toujours aimé la mode, on a toujours aimé la musique, on a toujours aimé le sport, on a toujours aimé ceci. Et puis on découvre qu'en fait, la façon dont on travaille sur un objet qu'on aime peut être plus cruel quand on est amené à travailler d'une façon qui nous déplaît. C'est plus cruel que c'est un objet qu'on aime. Donc réfléchir à cette question-là. Aussi, quand j'interroge des gens dans les récits de vie, que ce soit des policiers, des informaticiens, peut-être un peu moins des ouvriers, parce que généralement, ils n'ont pas eu trop le choix de leur orientation, surtout les plus âgés. On les a un peu poussés, ou ils ont été contraints par des raisons économiques à devenir ouvriers. Mais souvent, on se rend compte que ils ont plus choisi leur métier un peu par hasard ou par contrainte, et que quand ils ont choisi un métier par passion ou par intérêt, souvent ils ont déchanté. Et donc, quand je regarde dans mes entretiens, c'est pas du quantitatif pur, donc c'est pas très solide, mais ça donne une indication. Les personnes qui ont choisi leur métier par intérêt sont pas forcément plus heureuses ou moins stressées dans leur travail que celles qui l'ont choisi par hasard. Pourquoi? Parce que ils peuvent être déçus d'avoir choisi un métier qui les passionnait et qui découvrent que finalement la façon dont ils vont travailler, c'est pas du tout passionnant. Ou aussi parce qu'il y a des gens qui ne connaissaient pas un secteur, qui sont arrivés dans ce secteur-là un peu par hasard et qui découvrent finalement que c'est intéressant. Quand ils ont des collègues qui sont motivés, qui vont leur expliquer pourquoi c'est intéressant de faire telle ou telle chose, qui vont leur dire c'est un jeu intellectuel quand même de comprendre comment telle ou telle chose fonctionne. Et bien là, ils peuvent trouver intéressant un travail auquel ils n'avaient pas forcément pensé. Donc, ce que je dirais, c'est ne pas s'interdire d'aller vers les métiers qui leur plaisent a priori et qui sont sur les objets qui les passionnent, mais peut-être de réfléchir aussi à cet aspect-là et ce risque qui peut arriver, puis aussi qu'ils peuvent découvrir. Je vois des jeunes informaticiens qui m'ont dit finalement, je ne travaille pas sur ce qui m'intéresse. Si vous travaillez dans les jeux vidéo, dans la création 3D, des choses comme ça, mais ils ont découvert que c'était des milieux assez durs. Et finalement, ils travaillent sur des objets peut-être moins intéressants, mais il y a une bonne ambiance. Sur le plan technique, ils ont des collègues avec qui ils peuvent échanger. Ils ont justement une évaluation intelligente de leur travail. Et ça, les gens sont demandeurs d'évaluation intelligente de leur travail. Ils ont envie de savoir s'ils travaillent bien ou s'ils travaillent pas suffisamment bien. Et dans ce cas-là, ils découvrent finalement qu'un milieu peut devenir intéressant. C'est vrai que les métiers sympas ont plus de concurrence que les métiers pas sympas, et nécessairement la loi de l'offre et la demande pourrait détériorer c'est vrai que dans les métiers sympas, pour les métiers sympas. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, oui. Donc, si on n'est pas content, alors, beaucoup d'élus, mais pas très bien payés, pas dans les meilleures conditions. Ouais. Absolument. Alors, un autre conseil, alors c'est un peu compliqué parce que j'ai pas mal travaillé sur les questions des générations. On raconte beaucoup que les générations, aujourd'hui on est génération Z, avant la génération Y, on a fait les mêmes reproches. On a même parlé de la génération X dans les années 80, 90, au début des années 90, on faisait les mêmes reproches à la génération X quand les X étaient des jeunes. Et on leur disait, ils sont instables, ils changent d'entreprise. Mais le fait est que ça a été évoqué un petit peu par la question de Gauthier, il y a beaucoup de métiers nouveaux ou de nouvelles façons d'exercer les métiers. Quand les enfants faisaient majoritairement le métier de leurs parents ou de leur tante ou de leur oncle, ils savaient un peu à quoi ils allaient s'attendre. Aujourd'hui, les parents sont parfois bien en difficulté d'expliquer à leurs enfants quel est le métier vers lequel se dirigent leurs enfants. Ils ont du mal à le comprendre, même des fois, le métier que leurs enfants vont faire. Et donc, ils doivent découvrir un monde du travail dont ils ne savent pas si ça va correspondre à leurs envies, à leurs besoins, à leurs projets. Et donc, il y a une période un petit peu on peut dire, parce que, alors, très subie pour les gens qui ont peu de diplômes, ils n'ont pas tellement le choix, ils ont envie de prendre ce qu'ils trouvent, mais un peu plus choisi pour les gens qui ont des diplômes mieux reconnus, un peu une période d'expérimentation.
Mais en fait, cette période, elle se finit assez vite. C'est-à-dire que pendant un moment, effectivement, des très jeunes peuvent dire, eh ben, je vais faire des CDD, je vais faire même un peu d'intérim pour voir si ça me plaît pas. Puis après, j'ai peut-être trouvé le secteur qui me plaît. Mais très rapidement, à partir de la fin de la vingtaine, la plupart des gens cherchent un CDI. Et puis, ils constatent que dans le travail, il n'y a pas que forcément l'objet du travail qui peut être intéressant, mais ça peut être les relations sociales dans l'entreprise, les conditions offertes par l'entreprise. Et donc, il y a un équilibre un petit peu différent qui est recherché, mais qui n'est pas trouvé toujours du premier coup. Donc, avoir conscience que on va pas forcément trouver le job de ses rêves du premier coup, mais qu'on peut aussi peut-être avoir un peu un objectif, une stratégie pour se rapprocher peut-être dans les meilleures conditions du job de ses rêves, ou envisager un job intéressant qui n'était pas le job de ses rêves. Voilà. Et moi, je suis pas tellement tourné par mon métier sur les conseils individuels, mais c'est aussi important, mais c'est pas pour choisir l'orientation, mais c'est pour les personnes qui rentrent dans un métier, c'est de prendre en compte aussi l'expérience des gens qui sont dans le métier, de pas être isolé. Euh, il y a souvent, c'est depuis assez longtemps en fait, depuis les années 90, un conflit qui apparaît dans beaucoup d'entreprises, d'abord dans les entreprises industrielles, puis plus tardivement d'entreprises de services, entre ceux qui sont arrivés à des postes intermédiaires, voire de direction, par l'expérience. Ils sont rentrés avec des diplômes peu importants et puis ils se sont formés tout au long de leur vie et ils ont arrivé. Et puis des jeunes qui arrivent directement diplômés. Et parfois, ça peut créer des conflits. Les jeunes diplômés peuvent penser que les anciens sont un peu encroûtés dans leurs habitudes, puis qu'ils n'ont pas de diplôme élevé, donc leur savoir est moins de valeur. Les anciens peuvent penser que les jeunes ne tiennent pas compte de leur expérience, alors qu'en fait, ça se passe beaucoup mieux quand il y a une possibilité d'avoir ce que cela appelle un don contre don, c'est-à-dire que les jeunes ont des choses à apporter. Ils ont une formation plus récente, ils connaissent peut-être des techniques plus récentes, mais les anciens ont aussi beaucoup de choses très importantes à apporter sur comment fonctionne l'entreprise, quelles sont les relations sociales dans le service, les relations avec la hiérarchie, des aspects techniques que on n'a pas forcément appris en école, mais parce qu'ils sont plus intuitifs ou plus liés à l'apprentissage et à l'expérience au cours du temps. Et donc, avoir à l'esprit que, bien entendu, si les anciens ne veulent pas intégrer, les nouveaux arrivants ne peuvent pas s'intégrer de force, obliger les anciens à les intégrer. Mais prendre en compte cette possibilité d'un échange, aussi quand on va à un entretien d'embauche, voir si on vous parle de performance, de carrière plus rapide si on est le meilleur, ça peut mettre un peu la puce à l'oreille, à moins qu'on ait vraiment comme objectif uniquement d'avoir une carrière très rapide et de gagner beaucoup d'argent très rapidement. Ça peut mettre un peu la puce à l'oreille. Si on parle au contraire de travail d'équipe, de transmission, d'apprentissage, d'une façon de faire, là, on peut se dire que c'est peut-être un discours, mais si ce n'est pas un discours, c'est quand même plus intéressant. Un petit mot pour la fin. Voilà, ben en tout cas, merci. J'avais une question aussi. Oui, allez-y. Quel usage va être fait en fait, de l'interview? Est-ce qu'elle va être transcrite? Est-ce qu'elle va être montée sous forme de vidéo? Parce que ça, je n'avais pas très bien compris dans votre demande. Oui, ça fera l'objet donc déjà d'un article qui résumera votre propos. Et puis aussi le replay, la vidéo sera, enfin, elle sera pas montée, elle sera pas charcutée. Hein, ce sera simplement l'interview qui sera postée sur LinkedIn et YouTube, si ça vous convient. Nickel. Bon, de toute façon, vous aurez un droit de regard sur l'article, donc je vous l'enverrai. Mais je vous Oui, remercie oui. beaucoup, c'était très très intéressant. J'ai beaucoup apprécié la partie sur la chiffrisation, on peut dire, de la société, euh, des impacts négatifs que ça peut avoir sur le travail réel. Ça, c'est très intéressant. Et le fait que bah, quand le travail perd de son sens, certains salariés peuvent se reporter paradoxalement sur le chiffre parce que ça devient le seul moyen de donner un peu de sens à leur activité, mais c'est un sens qui est assez creux en fait, qui est superficiel, pas un sens plus profond de à quoi sert vraiment ce que je fais. Mais d'un autre côté, effectivement, je me pose la question si j'imagine que les KPI ont un intérêt. Je ne sais pas quelle est la juste part à allouer à ça et puis comment éviter les dérives, non pas simplement en se reposant sur les compétences individuelles, mais en ayant un système qui fait que ces dérives sont
plus difficile à avoir. Enfin, c'est un peu complexe. Comment faire en sorte que ce soit un système et que ça ne repose pas juste sur les individus. Tu vois ce que je veux dire. Je vois tout à fait. Euh, Ce qui peut être un moyen de permettre ça, c'est de pouvoir relâcher un peu la pression à court terme. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que les ouais, entreprises du service public soient très peu clairement. efficaces économiquement à moyen terme, mais de relâcher un peu la pression à court terme, ce qui permettra peut-être d'être plus efficace d'ailleurs à moyen terme. La question de la prévention, elle est importante là-dessus. Et puis, cette évaluation qualitative, elle repose forcément sur une réflexion partagée, participative, sur ce que doit être le vrai objectif. Voilà, quand on dit que l'objectif c'est de faire du chiffre, c'est qu'on a finalement renoncé à dire quel était le vrai objectif derrière, comme vous l'avez évoqué avec l'exemple de la guerre qui n'est pas familier, mais qui correspond bien à ça. Oui, bah, totalement. Bah, je vous remercie beaucoup, super intéressant. Je vous enverrai évidemment l'article pour que vous puissiez voir avant publication. Et merci beaucoup, Marc, hein, c'est très bien. Et je reviens vers vous. Et d'ailleurs, on va organiser un débat avec plusieurs experts. Donc, si vous êtes partant pour débattre sur ce sujet de l'anxiété au travail, ça sera avec plaisir. Oui, si je suis disponible à ce moment-là, il n'y a pas de problème.